et à tous et bonjour à vous qui nous suivez en ligne. Mais donc aujourd'hui, pour ce qui nous concerne, on a le plaisir de recevoir une collègue proche, en fait, à la fois géographiquement et puis pour toute une série d'autres raisons. Marie Verhoeven, je vais quand même dire quelques mots, même si je pense que tout le monde, ou presque tout le monde, te repère. Tu es prof de socio et de méthodo aussi à l'UC Louvain. Tu es membre historique maintenant du GIRCEF. Quasi fondatrice. Oui, quasi fondatrice, c'est ça. GIRCEF est donc le gros centre, le groupe interdisciplinaire de recherche sur la socialisation, l'éducation et la formation. Et donc, en lien avec évidemment l'appellation de ce centre, tes recherches portent depuis longtemps sur les questions de socialisation, sur les questions de rapport à la norme, sur les questions d'inégalité, de politique éducative et en façon des liens évidemment entre tous ces items, égalité, c'est égalité des chances, c'est l'accrochage, c'est les questions d'inclusion, de diversité, etc. Tu as mené beaucoup de travaux en Belgique, mais pas seulement, en fait, tu travailles parfois dans une perspective comparative, notamment avec la France et puis avec le Chili aussi. Dans tes publications récentes, alors, il y en a certainement d'autres, mais en tout cas, j'avais vu passer le bouquin chez Debout en 2023 que tu as coécrit avec principalement d'autres membres du GIRCEF, je crois, Éric Manger. C'était le projet GIRCEF. Voilà, c'est ça. Éric Manger, Hugues Dralens, Xavier Dumais, bouquin qui s'intitule L'école face à la complexité, désinstitutionnalisation, globalisation et accélération. Alors, je pense que d'autres éléments qui pourraient nous intéresser plus globalement le site Saint-Louis, puisqu'on a cette dimension, en tout cas ce projet inclusif, d'enseignement inclusif, excellence, inclusion, etc. Tu as écrit récemment sur ces questions d'école inclusive, de ségrégation, de déségrégation, etc. Voilà, donc vraiment plein de choses intéressantes. Et aujourd'hui, tu nous viens avec une communication que tu as intitulée « La construction du bien-être » entre guillemets comme catégorie d'action publique en éducation, essai de problématisation sociologique à partir du cas de la communauté française de Belgique. Alors, sans préempter la discussion, évidemment, merci beaucoup parce que c'est une thématique qui nous intéresse au plus haut point dans le cadre de l'ESC, non seulement parce que l'éducation, c'est une des trois scènes qu'on traite dans les analyses et transformations des modes d'intervention sur autrui, et c'est Véronique qui est la cheville ouvrière de cette scène, mais également parce que cette scène de l'éducation, on l'aborde précisément, en tout cas les transformations des modes d'intervention sur autrui dans cette scène, on les aborde précisément, notamment par l'introjection de catégories qui ont trait à la bienveillance, au bien-être, à la santé mentale, aux compétences, etc. Et donc voilà, c'est vraiment une très chouette occasion de discussion entre la communication que tu vas nous proposer et puis l'un des chapitres qui a été publié dans le bouquin paru récemment, Éducation parentale et soins de santé mentale en Europe, chapitre qui avait été rédigé par Véronique, Emmanuel et moi-même, autour précisément de ces questions de bien-être des enfants et de bienveillance des profs, en se demandant un petit peu comment était-il réconcilié, par exemple, via le discours des neurosciences, la tension entre la performance d'un côté et le bien-être, la bienveillance, etc. de l'autre côté. Je pense que j'ai déjà bien assez parlé. Je te laisse la parole en te remerciant encore une fois pour à peu près une heure, puis on aura l'occasion d'échanger à ce propos. Merci beaucoup Nicolas pour cette présentation avantageuse. Tout à coup j'ai l'impression d'avoir fait des choses. Mais en tout cas je suis ravie d'être là, même si comme je te disais en arrivant, je n'ai pas eu suffisamment l'occasion quand je l'aurais voulu de me plonger dans votre ouvrage. Donc j'ai lu des petits bouts, mais donc ce sera un plaisir dans la discussion d'y revenir et d'essayer de tisser des passerelles entre les pistes d'analyse que vous déployez dans votre projet. Et puis ce que j'ai pu faire, donc en effet là je me suis risquée à prendre une thématique qui n'est en réalité pas vraiment mon objet de recherche central, donc c'est un peu une petite prise de risque ou en tout cas une réflexion exploratoire que j'avais envie de partager avec vous, en me disant en effet que cette montée d'une sorte de zoom sur la notion de bien-être dans le champ éducatif qui avait frappé mon attention à de multiples niveaux était quand même un bon point d'entrée pour réfléchir à toute une série de transformations normatives de l'éducation et donc de convoquer pour ce faire toute une série de
de lignes d'analyse sociologique que nous travaillons notamment au GIRSEF depuis toute une série d'années, en effet. Donc, je me suis, effectivement, je vais passer du coup sur la présentation de mes antécédents de recherche, mais j'avais en effet pointé, donc parmi, c'est vrai que j'ai des objets de recherche un peu plus classiques en sociologie d'éducation, sur les liens entre inégalité scolaire, ségrégation, marché scolaire par exemple, avec toute une ligne de travaux, notamment avec le Chili, que je mène depuis de nombreuses années. Mais en lien avec, me semble-t-il, ce qui vous intéresse plus, j'avais pointé quelques travaux que j'ai eu l'occasion de faire en lien plus direct avec les fonctions de socialisation et d'accompagnement des sujets au niveau de la sphère scolaire, notamment dans leur dimension normative. Et donc, j'avais repointé ici un vieil article que j'avais eu l'occasion de faire avec Jean-Yves Donnet sur des dispositifs d'accompagnement d'élèves en décrochage scolaire dans l'enseignement professionnel en alternance, où déjà en 2006, on avait pointé au fond cette exigence normative imposée au sujet de s'engager subjectivement, de se mettre en projet dans des dispositifs de raccrochage, et on avait essayé de typologiser les étapes de ce parcours de raccrochage dans l'engagement subjectif qui passait de phase plus de protection du sujet, de réparation, à une logique de réparation, on avait appelé ça, et qui allait de plus en plus, au fur et à mesure où le sujet se voyait réparé de ses pathologies, n'est-ce pas, on allait de plus en plus vers un accompagnement à l'autonomie et puis ensuite à l'employabilité. Donc on avait essayé un peu de dépatouiller ces référentiels normatifs dans ce champ de l'accrochage scolaire. Par la suite, je me suis intéressée aussi, Nicolas l'a un petit peu dit, à la question des politiques de prévention et de lutte contre le décrochage scolaire et la violence à l'école. Et là aussi, on a pu que constater l'émergence de nouveaux référentiels normatifs liés aux paradigmes de la cohésion sociale, notamment donc à l'idée d'activation des jeunes en décrochage, avec toutes ces facettes d'engagement, d'accompagnement dans l'engagement subjectif dans la scolarité. Et donc, je m'étais aussi intéressée aux nouveaux métiers qui apparaissent dans ce cadre-là, les médiateurs, les travailleurs de l'accrochage, pour essayer d'analyser un petit peu finalement une nouvelle division du travail socio-éducatif, hein, pour reprendre une hypothèse qui est régulièrement faite à ce sujet. Et puis enfin, j'avais effectivement pensé faire une petite allusion à ce projet ARC qui a débouché sur l'ouvrage que tu viens d'évoquer, donc l'école face à la complexité, qui était donc une ARC qui portait globalement sur les transformations normatives de la sphère éducative dans le cadre de la seconde modernité. Donc, que fait l'indétermination normative à la forme scolaire, au référentiel d'éducation, aux modalités d'implication et de rapport aux valeurs et aux normes des acteurs de l'école et des élèves. Donc, un macro-projet qui est donc terminé maintenant et dont je parlerai un tout petit peu tout à l'heure aussi. Voilà un peu pour quelques petits antécédents. Alors, cette petite enquête sur le bien-être, qui est donc vraiment une enquête exploratoire, hein, et qui est plus voilà, une sorte d'effort de construction d'un objet sociologique à partir de cette catégorie de sens commun ou de cette catégorie d'action publique. C'est un peu les deux, le bien-être. Pour peut-être, en toute fin d'exposé, tenter d'établir quelques passerelles, quelques mains tendues vers les cadres théoriques que vous mobilisez et que je trouve évidemment passionnants et complémentaires. Alors, premier, voilà, quand on commence à regarder un petit peu de près cette notion de bien-être dans le champ de l'éducation, première chose qui frappe, c'est d'abord qu'il s'agit d'une catégorie vraiment montante, une catégorie émergente qui apparaît déjà un petit peu, on le verra dans les années 90, mais surtout dans le tournant des années 2000 et de manière encore beaucoup plus accélérée après les années 2010, et qui va se présenter comme une catégorie d'action publique un peu transversale, pas seulement en éducation, mais à des tas de secteurs, la santé, l'aide à la jeunesse, le travail, bien sûr, hein, l'entreprise, le bien-être au travail. Et alors, dans le champ de l'éducation, c'est d'abord un concept mobilisateur
donc une catégorie d'action publique qui a des significations vraiment multiples et ouvertes. Hein. Et on le verra un peu tout à l'heure, cette notion de bien-être, si je reprends votre idée de jeu de langage, on pourrait dire qu'elle se couple à de multiples enjeux, à de multiples sphères. Donc elle se couple à la fois à des enjeux de santé, des enjeux de citoyenneté, de participation, bien sûr la question de l'inclusion scolaire, de la lutte contre le décrochage. Elle se couple aussi à des enjeux de gouvernance, étonnamment, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Et donc on voit que c'est en fait un objet d'abord beaucoup plus complexe qu'il peut nous paraître au départ. Ça c'est un premier constat qui m'a intéressé dans cette notion. Et ce deuxième constat, c'est quand même aussi son usage comme catégorie scientifique. Et alors là, je vais faire quand même référence aux nombreux travaux qui se déploient actuellement, notamment en psychologie sociale, y compris de la part de collègues proches du GIRCEF, par exemple, hein, Benoît Galland, Noémie Baudouin, etc., qui prennent vraiment cette catégorie au sérieux, je dirais presque comme une réalité qu'il convient de mesurer, de piloter, de documenter, de décliner en indicateurs et donc d'évaluer en vue bien sûr de créer des écoles bienveillantes, comme tu disais tout à l'heure, mais ça j'y reviendrai aussi tout à l'heure. Et donc, au-delà de la catégorie de sens commun et de la catégorie d'action publique, en psychologie, la notion de bien-être devient une catégorie scientifique dont il convient d'étudier les liens entre les contextes qui permettent de générer du bien-être ou au contraire qui vont être vus comme faisant entrave au bien-être. Hein. Donc il y a des travaux aussi en santé publique, hein, bien sûr, là plutôt du côté du bien-être physique, mais aussi de la santé mentale. Et alors, qu'est-ce qu'on voit un peu, bon, là j'amorce un petit peu mon sujet, puis on rentrera plus en détail tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'on voit dans ces travaux? D'abord, c'est le découpage de la notion de bien-être en toute une série de dimensions qui sont emboîtées, articulées, bien-être affectif, bien-être physique, bien-être cognitif, donc une approche vraiment globale du sujet, et je le disais aussi, un lien avec les contextes. Donc, c'est pas uniquement quelque chose qui s'applique aux individus, c'est bien sûr quelque chose qui s'applique aux individus, mais on va aussi penser le bien-être en dialectique avec des contextes éducatifs, des contextes organisationnels, des contextes relationnels, j'y viendrai tout à l'heure, susceptibles de faire bouger ce curseur du bien-être en quelque sorte. Donc, deuxième constat, ces travaux-là sur lesquels on peut revenir de manière critique en y portant alors un regard sociologique. C'est ce que j'essaierai de faire un peu tout à l'heure. Et alors, troisième constat, un peu comme ça, quand on commence à explorer ce champ, c'est la prolifération de nouveaux opérateurs, de nouveaux acteurs, souvent périphériques au système éducatif, mais qui vont porter cet enjeu du bien-être et l'importer aussi dans l'école en s'articulant avec les acteurs classiques de l'école, au nom d'enjeux relationnels, hein, je le disais aussi d'enjeux de citoyenneté, de participation, donc au nom de plein d'objectifs. Hein, donc il y a une sorte de sémantique plurielle hein, du bien-être qui va donc être amenée dans l'école par des opérateurs multiples, soit des opérateurs de la santé, des opérateurs des services d'accompagnement social, même de la justice, de l'éducation à la vie politique, de l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, etc. Et alors non seulement il y a des nouveaux opérateurs, mais il y a aussi une instrumentation, et j'y reviendrai aussi dans l'exposé, une instrumentation, c'est-à-dire le déploiement d'instruments, hein, de pilotage de cette catégorie de bien-être. Je pense à des tas de programmes que j'ai un petit peu eu l'occasion de parcourir, que je n'ai pas analysé en détail, des programmes comme le programme BAL, hein, le programme de bienveillance à l'école, des programmes qui proposent des outils pour améliorer la qualité de la vie à l'école, tout ce qui est cercle de parole, clés pour l'adolescence, etc., etc. Et donc qui proposent en quelque sorte presque des outils, des instruments de régulation hein, de cette catégorie de bien-être au sein des espaces scolaires et dont les équipes sont amenées à se saisir. Première petite
voilà, petit constat, on voit que c'est vraiment un objet stimulant. C'est une catégorie mobilisatrice, c'est une catégorie scientifique qui fait l'objet d'une rationalisation, d'un travail de production de connaissances rationnelles. Et puis c'est un nouveau territoire de nouveaux opérateurs et de nouveaux instruments. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est un peu en deux grands temps dans mon exposé. Un premier temps où je vais quand même un petit peu balayer en revenant un petit peu sur quelques grands décrets clés dans l'histoire de la communauté française, des politiques éducatives en communauté française, voir un petit peu la genèse de cette catégorie, quand est-ce qu'on la voit apparaître, et associer à quel type de décret, quel type de politique, quelles en sont un peu les évolutions, et puis un peu quand même m'arrêter 2 minutes sur ce fameux pacte pour un enseignement d'excellence, qui est quand même un méta-instrument de pilotage du système éducatif, et dans lequel la catégorie de bien-être n'est pas absente. Et on verra un peu ce que ça fait, hein, ce type de gouvernance éducative, qu'est-ce que ça fait au bien-être comme catégorie de pilotage de l'école. Et puis, quand j'aurai balayé un petit peu tout ça, je voudrais, dans une deuxième partie, vous proposer un peu en patchwork, quoi, hein, une espèce de florilège de pistes sociologiques pour analyser à la fois la montée du bien-être comme catégorie dans l'éducation, mais aussi les politiques de gestion du bien-être et de pilotage du bien-être. Comment est-ce qu'on peut les comprendre à partir de 4 ou 5 concepts ou perspectives sociologiques qui me semblent intéressantes, peut-être probablement se croisent, probablement aussi des tensions entre elles, et donc ça on pourra peut-être en discuter, pour peut-être alors à la fin arriver sur au fond comment mettre ces perspectives sociologiques que moi j'ai plutôt tirées de ma manne à outils à moi, hein, donc de sociologue de l'éducation, comment on peut mettre ça en discussion avec vos travaux sur l'autonomie comme norme aujourd'hui. Voilà, bon, ça ce sera plus une ébauche aussi, et je compte sur vous pour animer la discussion à ce stade. Voilà, donc genèse d'une catégorie d'action publique. Premier petit point à quand même rappeler, c'est que la notion de bien-être, elle émerge d'abord, je pense, dans les instances internationales. C'est une rhétorique globale qu'on voit apparaître bien sûr déjà un peu dans la Convention internationale des droits de l'enfant, hein, quand on lit que dans l'article 29, la Convention internationale des droits de l'enfant nous invite à considérer l'éducation comme un levier d'épanouissement de l'enfant, de la personne de l'enfant, un levier de développement de toutes ses aptitudes mentales et physiques, hein, et on y retrouve aussi des notions d'intérêt supérieur de l'enfant et de bien de l'enfant. Donc il y a là quand même déjà un recentrage sur l'enfant comme personne, et la notion de bien-être n'est pas, je pense, texto présente, mais on voit quand même déjà une certaine construction de l'enfant autour de cette notion de personne. Au Conseil de l'Europe, en 2005, en lien avec le déploiement des indicateurs de la cohésion sociale, d'abord au niveau du Conseil de l'Europe et de toutes ces instances internationales, il y a évidemment une critique du bien-être dans ses dimensions matérielles, une volonté d'élargir la notion de bien-être économique à des dimensions humaines, hein, le développement humain, avec le déploiement, donc la construction de toute une série d'indicateurs de cohésion sociale, et on y retrouve textuellement donc l'idée qu'il s'agit de construire le progrès sociétal pour le bien-être de tous, avec les citoyens et les communautés. C'est-à-dire qu'en fait, il me semble que là, le bien-être, à la fois dans ses dimensions individuelles, donc il s'agit de contribuer au bien-être des individus, mais par là à contribuer au bien-être des collectivités. Et ce double bien-être est vu comme une clé de construction d'une sorte de vivre ensemble, hein, d'une vision partagée de l'avenir, peut-on lire, d'une capacité d'agir ensemble. Hein, donc on a l'impression que le bien-être est un levier, finalement, une sorte d'étape nécessaire et préalable pour générer un travail de co-construction du lien social, hein, du vivre ensemble. On y trouve des phrases du style « le bien-être est un concept qu'il appartient au seul citoyen de définir
à travers des processus élaboratifs, hein, donc à définir avec et par les citoyens. Donc, ce n'est pas une notion de bien-être dont il y aurait une définition substantielle à imposer à tous, une définition morale, mais quelque chose quand même, il faut construire de manière quasi délibérative, procédurale, et à partir du bas. Donc j'y reviendrai aussi tout à l'heure dans mon analyse, mais en tout cas ce vocable-là, hein, ce langage-là est tout à fait présent. Au niveau de l'OCDE, évidemment, les fameuses enquêtes PISA, vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2012 et plus particulièrement encore en 2015, on a des batteries d'évaluation qui englobent des indicateurs de bien-être à l'école, bien-être qui va alors être défini comme lié à des qualités psychologiques, cognitives, sociales et physiques dont les élèves auraient besoin donc, pour vivre une vie heureuse et épanouissante. Donc on voit tout ce vocable hein, de l'épanouissement hein, dans toutes ses dimensions. Et puis avec, comme je le disais aussi dans le titre du slide, il y a aussi tout un travail d'instrumentation hein, de ces indicateurs de bien-être. Donc ce n'est pas juste de la rhétorique, il y a une instrumentation, il y a des indicateurs de mesure du bien-être et de la qualité de vie des élèves de 15 ans, avec toute une réflexion sur la capacité des systèmes éducatifs à développer leurs compétences sociales, affectives, etc. Alors quand on regarde un peu ces indicateurs, on voit à la fois des indicateurs négatifs, l'anxiété, mais aussi la faible performance. Hein, donc on voit une dimension à la fois instrumentale et psychique. Des indicateurs positifs qui, là aussi, hein, mêlent du psychique et de l'instrumental, puisque les indicateurs positifs de bien-être, c'est à la fois l'engagement dans la tâche, la motivation, mais la motivation à réussir, l'intérêt, mais aussi des indicateurs vraiment de bien-être affectif et émotionnel, par exemple. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que ces indicateurs de bien-être, l'OCDE les associe à toutes les sphères de l'activité éducative, c'est-à-dire non seulement les relations, parce qu'on pourrait se dire ben, ça va se centrer sur les relations, mais non, c'est aussi à travers la qualité des apprentissages, les résultats, la vie de famille, les activités en dehors de l'école, que la mesure du bien-être des élèves devrait se déployer. Hein, donc on voit bien que c'est une catégorie qui va dépasser uniquement la sphère des relations à l'école. Donc, quelques premières réflexions par rapport à cette analyse du discours international, de cette rhétorique internationale du bien-être. D'abord, quand même, le constat que cette référence au bien-être n'est pas du tout étrangère à cet imaginaire de la cohésion sociale. Alors, au-delà du vocable idéologique de la cohésion sociale, hein, qui y voit un discours au service du néolibéralisme, etc., moi, je me référerais plutôt à ce que Dubay dit dans la fabrique des sociétés sur la notion de cohésion sociale. Comment est-ce qu'on peut en faire une catégorie sociologique? Et lui, ce qu'il dit, c'est que la notion de cohésion sociale, on peut aussi la construire, donc sociologiquement, comme une autre manière hein, de construire les sociétés, les arrangements sociaux, non pas à partir de la notion d'intégration, mais à partir de l'idée que finalement l'ordre social est plutôt la résultante ouverte d'un travail d'engagement des acteurs. Donc il faut penser l'ordre social, on pense de plus en plus, dit Dubay, l'ordre social comme un processus qui vient d'en bas, comme un effet des pratiques sociales, comme un effet de l'engagement des acteurs dans les pratiques sociales. Et donc, il me semble que si on comprend la cohésion sociale, non pas comme un vocable idéologique, comme je le disais tout à l'heure, mais vraiment comme une transformation des modalités d'engagement dans le jeu social, qui ne part pas de cadre stabilisé, le fameux programme institutionnel de Dubay, j'y reviendrai aussi tout à l'heure, mais qui est plutôt le penser de plus en plus comme reposant sur un travail d'engagement des acteurs et des organisations en vue de la construction d'arrangements qui tiennent, eh bien alors on voit que le bien-être, tel qu'il est défini par ces organisations internationales, étonnamment se pense à travers ce regard-là. C'est-à-dire qu'on dit le bien-être est nécessaire pour co-construire l'agir en commun. Hein, et donc il me semble qu'il y a quand même
un lien et une nécessité de constater que ce bien-être s'inscrit dans cet imaginaire de la cohésion sociale. C'est aussi l'imaginaire de l'inclusion, hein, donc, qui est très très proche. Si on regarde les travaux d'Ebersol, par exemple, sur la notion d'inclusion, c'est l'idée qu'il faut permettre à chaque acteur individuel de s'inscrire dans un système de coopération dynamique qui exige la participation de tous au bien-être, ou qui permet la participation de tous au bien-être. Donc, voilà, on voit bien, enfin, ce que je voulais juste pointer, c'est que la notion de bien-être, telle qu'elle est définie dans ces rhétoriques internationales, ne se réduit pas du tout à finalement une catégorie psychique, mais est vraiment pensée comme une condition préalable à l'engagement dans le jeu social, et elle est pensée de manière processuelle, délibérative, itérative, etc. Donc ça, c'était un premier point de réflexion. Et j'y reviendrai tout à l'heure aussi dans la discussion des thèses sociologiques autour du bien-être. Ce qu'on voit aussi dans ce déploiement, ce référentiel international du bien-être, je l'ai dit, c'est cette instrumentalisation au public du bien-être, instrumentation, pardon. Donc le fait que c'est doté d'instruments, d'indicateurs de mesure. On a l'impression, et j'y reviendrai tout à l'heure après dans l'analyse, c'est que toutes les dimensions de la vie humaine, notamment au sein de l'école, les dimensions relationnelles, les dimensions affectives, émotionnelles, sont construites de plus en plus comme des enjeux et des objets d'évaluation et même de rationalisation, j'y reviendrai tout à l'heure, comme si finalement les systèmes étaient invités à améliorer sans cesse, donc à s'auto-évaluer de manière réflexive pour améliorer leur contribution au bien-être. Alors, ça c'était pour plutôt quelques premières réflexions qui viennent déjà, qui frappent déjà à l'analyse de ce niveau des référentiels internationaux. Et si on passe maintenant aux traces du bien-être dans l'action publique en Belgique francophone, dans le décret mission, il y a déjà des petits bruissements, des petits balbutiements, parce qu'on parle quand même de confiance en soi, de développement de la personne, mais dont je ne m'y arrête pas. Première vraie occurrence du bien-être, c'est dans les décrets discrimination positive de 98. Pas encore totalement directement, donc on n'a pas encore la catégorie de bien-être n'est pas encore formulée dans la première législation, donc les premiers décrets discrimination positive. En revanche, qu'est-ce qu'on nous dit, donc le décret discrimination positive qui vise à assurer à tous les élèves des chances égales, d'émancipation sociale, etc. Donc on voit que c'est connecté discursivement à la question sociale, mais il va y avoir une insistance et une mise en avant de la notion de climat de confiance. Donc l'idée que la question sociale, tout à coup, est connectée à la question du climat relationnel. Et ça, c'est quand même un peu nouveau. Et évidemment, il y a plein d'autres choses dans ces premiers décrets discrimination positive, plein d'autres dispositifs d'accompagnement, d'accrochage, qui sont plus de l'ordre d'une logique de prévention, etc. Mais je ne m'y attarde pas, mais pointons en tout cas la montée de ce discours sur le climat de confiance à construire. De nouveau, ce n'est plus donné, il faut le construire, c'est un objet d'attention de l'action publique. Deuxième occurrence, là je suis sur le décret de 2014, toujours des décrets liés à la prévention du décrochage, de la violence, etc. Donc décret organisant divers dispositifs favorisant le bien-être des jeunes à l'école. La catégorie est là, elle est en toutes lettres nommée et elle est directement associée à la catégorie d'accrochage scolaire, prévention de la violence, accompagnement des démarches d'orientation aussi, et on a là-dedans, dans ce décret, c'est le décret qui va instaurer la médiation scolaire en position de tiers, qui est finalement ici moins connecté à la question sociale. Par exemple, on ne parle plus des chances d'émancipation, on parle de la cohésion sociale, de la prévention des risques, et on trouve nettement une trace d'individualisation des dispositifs d'accompagnement. Là, c'est très net. Et on voit aussi que la notion de bien-être, la catégorie de bien-être, apparaît comme un objectif en soi, comme un objectif à poursuivre.
distincts et complémentaires des objectifs d'égalité et d'équité. Alors, troisième occurrence, toujours en 2014, on a le décret intersectoriel conjoint entre l'aide à la jeunesse et l'enseignement, qui nomme lui aussi comme objectif le bien-être des jeunes à l'école, en parallèle au fait de nommer l'accrochage scolaire, la prévention de la violence, l'accompagnement des démarches d'orientation. Et là, c'est les acteurs non seulement de l'enseignement, mais de l'aide à la jeunesse aussi, qui sont appelés à travailler en réseau. Donc il y a un appel au décloisonnement, à la désectorialisation, mais vous connaissez tout ça, avec cette injonction à développer conjointement des activités visant à assurer le bien-être des jeunes à l'école et hors de l'école. Donc voilà, garantir à l'élève un environnement favorable, non seulement à son apprentissage, mais aussi à son épanouissement, à son bien-être. Et donc cet appel à tous ces secteurs à se coordonner en mettant en réseau des services internes à l'école, les CPMS, les services de médiation, etc., et des services externes à l'école liés à l'aide à la jeunesse, les AMO, le SAJ, les CPAS, autour de thématiques dont le bien-être est une des thématiques centrales à côté de l'accrochage ou de l'accompagnement, de l'orientation. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a quand on regarde les actions censées susciter le bien-être? Il y a toute une liste d'actions que la puissance publique recommande et on peut un peu les regrouper c'est arbitraire, en trois axes. L'injonction au travail au réseau, ça je l'ai dit, l'école doit se décloisonner, travailler avec des acteurs de la cohésion sociale et de l'aide sociale. Une injonction aussi dans les actions à s'adapter au public. Donc il y a un peu l'idée, le bien-être, on ne le définit pas a priori, à vous les acteurs de vous saisir de cette catégorie, de le définir selon les besoins liés à votre école, à vos conditions locales, à votre public, à vous de construire finalement le sens de cette catégorie qui les supporte, et puis des actions d'évaluation, de suivi qui sont hautement recommandées. Donc il ne s'agit pas seulement d'œuvrer pour le bien-être, il s'agit aussi de s'auto-évaluer, de voir si on a amélioré le bien-être de ses élèves, et donc on revient à cette idée d'instrumentation. Alors, un autre dispositif qui m'a intéressée, c'est qu'en fait, on a eu entre 2011 et 2014, je crois que le dispositif est un peu tombé en désuétude, les cellules bien-être, donc il y a tous des rapports qui ont été réalisés par un service de santé publique, je pense que c'est à l'université de Mons, par Cécile Van Doorn, tout un travail autour de cellules bien-être, voilà, autour d'une vision élargie de la santé du jeune, vision de la santé physique, mais aussi psychique et sociale, très influencée directement, explicitement connectée au référentiel européen et à l'OMS, le mouvement des écoles en santé, par exemple, au Québec, lui aussi inspiré de l'OMS, etc. Et donc, c'est à un moment donné qu'il y a eu le développement dans nos écoles de cellules, des cellules de nouveau qui pouvaient prendre des formes multiples, visant à mobiliser l'équipe éducative, à la coupler à de multiples intervenants internes et externes, voilà, autour d'objectifs du bien-être à définir localement, de nouveau. Et alors, le bien-être est alors couplé à de multiples dimensions de la vie scolaire. Ça peut être le sport, l'alimentation, la vie affective et sexuelle, la prévention des assuétudes, la communication, le climat, l'estime, la communication entre les acteurs, la citoyenneté, la participation. Je me suis amusée à dépouiller, si vous voulez, tous les projets des cellules bien-être qui se sont mises en place dans les écoles, parce que c'est un appel à projet, donc les écoles devaient remettre des appels à projets, et on voit qu'il y a absolument tout ça dans le désordre. Donc il y a des écoles qui vont mettre l'accent sur bien-être et participation, d'autres sur bien-être et communication, sur bien-être et climat, bien-être et santé, bien-être et sexualité. Enfin, voilà, on a l'impression d'un objet comme ça, protéiforme, multiforme, d'une connexion sémantique protéiforme entre bien-être et plein d'autres enjeux de normalisation dans la vie scolaire, d'enjeux de travail sur les élèves et sur les climats. Et alors avec aussi dans ces cellules bien-être une véritable volonté qui n'a
visiblement pas réussi puisque ça n'existe plus, mais d'inscrire ces cellules bien-être dans les réalités organisationnelles des établissements scolaires, donc d'en faire vraiment quelque chose un dispositif couplé à l'école, avec des connexions entre ce dispositif et les enseignants, et le projet pédagogique de l'école, etc. Donc une sorte de dispositif qui vient coupler des objets aux objets classiques de l'école. Il y avait aussi tout un accompagnement méthodologique réflexif visant, donc de la part de ces personnes qui pilotaient le projet, à mesurer l'effectivité finalement de ces dispositifs en proposant des outils d'évaluation, de mesure, une réflexion avec aussi une dimension quand même plus délibérative, de partage d'expériences au niveau des territoires, des zones. Donc on invitait les établissements qui étaient partenaires du projet à se réunir, à échanger des bonnes pratiques, à rationaliser, à élargir leur action. Enfin voilà, donc toute cette dimension plus délibérative. Voilà un petit peu pour les premiers jalons de la genèse de cette notion de bien-être dans le champ scolaire. Puis alors, on en arrive au pacte, où là, quand même, comment ne pas nommer ce qui se passe, me semble-t-il. Alors bon, je ne vais pas parler de la mise en œuvre, parce que ce n'est pas le but ici, mais plutôt de la normativité qui est présente dans la rhétorique politique du pacte, à la manière dont le pacte pour un enseignement d'excellence est complètement imbriqué dans ce que mes collègues Christian Marois et autres appelleraient des logiques de performativité, de nouvelle gouvernance éducative, avec les objectifs d'amélioration du système, donc ce volet de pilotage à la fois centralisé mais décentralisé aussi, cette nouvelle gouvernance éducative managériale finalement, où on passe d'une régulation assez normative, donc avec l'énoncé vertical d'orientation, à une régulation beaucoup plus performative. Et là, je vais pas les lire, je n'ai pas le temps, mais un entretien réalisé avec un des grands responsables de l'administration de l'enseignement qui a piloté la réflexion autour du pacte et la négociation de tous ces multiples volets du pacte, et qui explique un petit peu, et qui cite d'ailleurs le climat et le bien-être, bon je l'interrogeais évidemment là-dessus, mais qui explique, qui remet le truc en contexte en disant en fait dans le pacte, on a voulu se doter de grands objectifs pour le système, donc améliorer, vous savez qu'il y a 5 chantiers qui correspondent à 5 méta-objectifs comme ça. Donc on a voulu améliorer toutes sortes d'objectifs du système, et notamment réduire le décrochage et tout ça, améliorer les compétences, mais aussi améliorer l'inclusion, le climat et le bien-être. Et alors il dit, c'est donc se fixer, on en a marre d'énoncer des grands objectifs, il dit il faut aussi, on a suffisamment parlé d'objectifs, il faut maintenant se fixer des cibles très concrètes et responsabiliser les acteurs. Bon voilà, vous voyez un peu le langage de la performativité qui est hyper présent, et le bien-être est lui aussi mis à cette sauce. Donc je passe les grands objectifs du pacte. Savoir et compétences du XXe siècle, autonomie, responsabilisation et pilotage, émancipation sociale et inclusion, et puis bien-être quand même. Et dans cet objectif 5, ce chantier, le bien-être est quand même connecté à la notion de démocratie aussi. Donc on va connecter le bien-être à des tas de choses, infrastructure, qualité de vie, mais aussi démocratie scolaire. Et là, on va un peu zoomer sur ce chantier 5, démocratie et bien-être, où là aussi, je reprends des extraits d'entretien avec des responsables du chantier qui disent le bien-être, c'est compliqué, on ne peut pas dire que c'est un axe mineur, enfin, bon, les grands objectifs, c'est quand même l'efficacité et l'équité, mais le bien-être, c'est quand même un objectif pas si mineur que ça, et en même temps on est conscient qu'on voudrait piloter le bien-être, mais on se rend bien compte qu'avoir une obligation de résultat pour le bien-être c'est compliqué, on va difficilement pouvoir avoir des indicateurs de bien-être, mais on essaie quand même, donc bien-être, qualité de vie, participation sociale,
sont quand même l'objet d'une tentative de gouvernance, on pourrait dire, avec une définition, déclinaison d'indicateurs, de pilotage, de suivi, etc. En tout cas, ça c'est dans l'intention. Alors, si très rapidement on regarde quels chantiers ont depuis 2017, depuis le pacte, ont été mis en branle, mis en route dans la foulée de ce chantier 5. Il y a eu bien sûr la réforme des rythmes scolaires. Bon, je ne vais pas m'attarder dessus, mais c'est quand même l'idée. La notion de bien-être y est hyper présente, hein, c'est le respect du bien-être en soi. Il faut adapter les rythmes journaliers, annuels au bien-être de l'enfant, mais c'est couplé à des objectifs d'équité. Donc, intégrer une journée scolaire plus respectueuse, ça permet à tous les enfants de trouver leur place dans le rythme scolaire et donc ça contribue à l'équité. Et puis des objectifs instrumentaux, c'est aussi avoir un effet positif sur la performance, les apprentissages. Bref, là aussi le bien-être est fort présent. Et alors quand même m'arrêter un peu avant de passer à la partie des analyses sociologiques sur un des chantiers quand même importants qui s'est déployé dans la suite du chantier bien-être et démocratie, c'est la note d'orientation. Il y a eu tout un groupe de travail, etc., mêlant des acteurs académiques, des acteurs de terrain, autour de l'objectif de l'amélioration du climat scolaire et de la lutte contre le harcèlement. Et donc là, dans ce groupe de travail et dans les travaux, les rapports, les notes d'orientation que ce groupe a pu élaborer, la notion de bien-être opère aussi comme catégorie récurrente, là de nouveau associée à des enjeux d'ordre scolaire, de régulation de l'ordre scolaire, mais que ça va alors glisser quand même vers la catégorie de harcèlement et de climat. Et alors je trouve c'est intéressant de s'arrêter 2 minutes sur l'articulation entre ces catégories, bien-être, harcèlement, climat, et de voir un peu ce que propose aussi cette note d'orientation et le projet d'observatoire qui en a découlé aussi. Donc on a, quand vous lisez la note d'orientation, d'abord, la note prétend proposer une politique cohérente, un cadre structurant sur la lutte contre le harcèlement et l'amélioration du climat, là où il n'y avait que des expériences éparses. Donc volonté de standardisation, de rationalisation, de partage d'expériences, de construction de référentiels partagés. Hein, on est dans un mouvement quand même on essaye de construire une forme de rationalisation de ces questions-là, en appui sur la recherche, et là, les travaux de la psychologie sociale en particulier sont extrêmement, ont vraiment pignon sur rue. On va mobiliser les recherches définissant le bien-être, la psychologie de l'éducation et du développement, les travaux séminaux de Oloeus sur le harcèlement, défini comme un peu une pathologie de l'engagement dans la relation. Hein, c'est intéressant de rappeler ça. Quand on lit Oloeus, qu'est-ce qu'il dit, hein, c'est que les personnes harceleuses sont des gens qui n'ont pas acquis un sens de la responsabilité morale dans le soin à apporter aux relations. Voilà, c'est une petite parenthèse, mais je trouve que c'est intéressant. C'est tous des travaux aussi qui se centrent sur les facteurs, les moteurs, notamment au niveau de la dynamique de groupe qui favorise ou pas des relations sociales de qualité versus du harcèlement. Donc on a l'impression que le harcèlement est mis en balance avec une sorte de définition positive de ce que seraient des relations scolaires de qualité, le harcèlement étant évidemment l'inverse d'une relation horizontale, respectueuse, mais c'est une relation d'emprise, c'est une relation de violence. Et donc voilà, on peut aussi s'arrêter peut-être sur la normativité de ces notions-là, peut-être j'aurai le temps d'en dire un mot tout à l'heure, mais en tout cas, je veux dire que les travaux scientifiques qui sont mobilisés ici sont des travaux de psychologie du développement, de psychologie donc du développement de la capacité à rentrer en relation sociale de manière normativement acceptable. Hein, donc il y a quelque chose d'intéressant là autour. Et puis avec aussi tout un travail de rationalisation des conditions organisationnelles et relationnelles
qui permettent le développement de ce type de relation. Donc, c'est de nouveau une sorte de travail, c'est pas uniquement sur les individus, et là, je tends peut-être une perche pour la discussion tout à l'heure. Je pense que ce qui est impliqué dans cette nouvelle normativité, c'est pas uniquement des injonctions faites aux individus, c'est aussi une sorte de volonté d'enrôler les organisations et les relations comme cadre. Je dirais, c'est la relation sociale comme cadre, comme forme, qui est mise au travail pour garantir quelque chose qui permette le déploiement d'une personnalité épanouie, heureuse, etc. Donc il me semble qu'il y a ça dans les travaux qui sont convoqués, derrière tous ces travaux sur le climat scolaire. Le climat scolaire implique un travail sur la relation et un travail sur les organisations. Voilà, alors il y a aussi, de manière assez étonnante, donc ils ont vraiment passé en revue et analysé par des méta-analyses, etc., tous les outils qui existent en communauté française et sur le plan international pour améliorer le bien-être à l'école, pour lutter contre le harcèlement. Et donc ils prennent tous les outils. Quand je dis outils, ce sont donc des petits dispositifs de mise au travail du groupe d'élèves qui ont été pondus, je dirais, par plein d'associations multiples et variées, internationales, associatives, etc., et qui, en fait, sont proposés aux écoles pour améliorer le bien-être et lutter contre le harcèlement. Et donc, ces chercheurs qui ont travaillé dans cette plateforme, ils ont passé en revue, finalement, toutes les recherches qui existent en psychologie, qui évaluent les effets de ces outils. Et donc, en fait, ils font une sorte d'analyse en efficience. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Donc, il y a vraiment une volonté de mesurer les effets des outils et de proposer alors aux écoles, non pas, et ça c'est intéressant aussi, on leur dit pas prenez celui-là, c'est le meilleur, c'est pas tout à fait aussi standardisant que ça, c'est voilà ce que donnent ces outils, à vous de vous en saisir, de vous en approprier en contexte et de dire ben, moi je choisis celui-là parce que moi j'ai envie de jouer plutôt sur tel ou tel paramètre, etc. Donc développement d'outils, réflexivité sur ces outils, plateforme proposant aux écoles une myriade d'outils avec les recherches qui ont montré leurs effets partiels, etc. etc. Et puis une volonté de vraiment capaciter, je dirais, les écoles pour travailler là-dessus. Donc les écoles deviennent des organisations qu'on responsabilise finalement de prendre en charge cette question du bien-être, du climat, de la relation sociale. Je prends trop de temps, je prends beaucoup trop de temps, c'est pas grave. Voilà, mais je pense que là j'ai dit un petit peu l'essentiel de ce qu'il y avait sur cette slide-ci aussi. Donc on voit que dans tout ce chantier, note d'orientation, climat scolaire, lutte contre le harcèlement, il y a cette définition du bien-être dans ses multiples dimensions, affectives, émotionnelles, physiques, cognitives, etc. La mobilisation de recherche, la mise en évidence d'effets de contexte, mais tout ça j'ai déjà dit, et la volonté d'agir sur les contextes et les relations, par exemple des outils comme les cercles de parole régulés, etc. Enfin, voilà, c'est toutes sortes d'outils qui régulent, me semble-t-il, le cadre de la relation. Et alors, ouais, il y avait aussi le projet de déployer un observatoire du climat scolaire. J'avoue, je ne sais pas trop où ça en est. Si ce projet a un petit peu capoté, j'ai pas l'impression qu'il a fait l'objet d'un énorme investissement finalement. Mais à un moment donné, il y a eu un projet de réaliser un observatoire du climat qui lui aussi mêlait acteurs académiques, acteurs de terrain, acteurs du pilotage, autour voilà, d'un outillage, d'une interface entre des savoirs mis à disposition des acteurs, avec un enjeu d'intéressement, de mobilisation des acteurs autour d'objectifs de bien-être et de climat scolaire, etc. Bon. J'en viens maintenant à la partie un petit peu qu'est-ce qu'on peut en dire, qu'est-ce qu'on peut en tirer, ou comment est-ce qu'on pourrait raisonner ce contexte en fait, dont je viens de brosser un peu quelques traits. Bon, donc là, comme je vous disais, je vais vraiment amorcer, comme ouvrir 5 pistes d'analyse, mais voilà, comment est-ce que moi j'ai connecté ça au cadre théorique qu'on mobilise en sociologie de l'éducation aujourd'hui pour penser les transformations de l'école.
et qui sont complémentaires, hein, mais peut-être aussi qui sont un peu en tension, on y reviendra. Et je ne prétends pas non plus du tout être exhaustive. Hein. Voilà, il y a certainement d'autres manières de rendre compte de ces mutations. Donc une première hypothèse, ce serait de mobiliser ici un concept qui est pas mal à la mode en sociologie, en sciences de l'éducation aujourd'hui, qui est le concept d'educationalization, parce que je n'ai pas trouvé, on dit éducationalisation, mais ça n'existe même pas dans le dictionnaire. Donc ça repose, en fait, c'est un concept qui a été au départ développé par des sociologues, notamment flamands d'ailleurs, dans une perspective au départ très socio-historique, hein, avec un appui sur le concept allemand de pédagogisation des relations sociales, qui renvoie à ce contexte historique où l'éducation est passée, hein, à l'époque médiévale, d'une pratique de dévotion à l'entrée dans la première modernité et l'idée que l'éducation devient petit à petit un mécanisme, un dispositif moderne d'amélioration sociale. Hein, donc l'éducation est progressivement conçue comme une entreprise, non seulement de discipline morale, mais aussi de gestion de problèmes collectifs. Et notamment, par exemple, la sphère scolaire va alors, au XVIIIe siècle, par exemple, être chargée en quelque sorte normativement de résoudre des questions comme la pauvreté, la question sociale, hein, donc discipliner les masses, etc. Et donc c'est le début, hein, c'est l'amorce, disent ces socio-historiens, d'une dynamique de rationalisation de l'éducation qui va progressivement phagocyter, absorber toute une série de problèmes sociaux et être chargée d'y répondre en quelque sorte. Et donc cette thèse historique, elle a énormément de ramifications aujourd'hui et elle a servi par exemple de point d'appui à toute une série de travaux qui travaillent aujourd'hui sur les éducations à, hein, l'éducation à la citoyenneté, à la santé, au développement durable, au numérique, à tout ce que vous voulez, et qui consiste à dire que finalement, par cette dynamique d'intégration, hein, de différenciation, finalement, on pourrait dire, dans une perspective plus loumanienne, hein, il y a une sorte de processus de redifférenciation au sein de l'éducation de toute une série de nouveaux objets qui deviennent objets d'éducation, objets de travail sur. Hein, donc quand on considère qu'on peut travailler sur ces objectifs, en faire un objectif d'éducation, en fait d'apprentissage, plus que d'éducation, c'est-à-dire un travail réflexif en vue de l'amélioration eh bien ça rentre alors dans la sphère scolaire et ça devient un objet voilà, de travail sur, hein, de travail réflexif sur. Donc voilà, toutes ces éducations à vie sexuelle, affective, environnement deviennent, et dont l'éducation au bien-être, on pourrait dire, devient elle aussi un objet de travail au sein de l'école. Et donc, on fait de l'objectif normatif du soin de soi ou de l'épanouissement, qui est un objectif que vous connaissez bien, dans toutes ses facettes émotionnelles et physiques, un objet de gouvernement de soi, y compris à l'école, hein, qui était un peu le lieu privilégié de ce travail de rationalisation, avec un travail réflexif et un accompagnement. Par exemple, quand on propose aux élèves de travailler sur leur santé, de réfléchir à leur capital physique, hein, d'investir dans leur capital physique, ce qui est un peu le cas, certains outils, hein, de santé à l'école, par exemple, de penser leur santé dans une perspective temporelle. Hein, vous avez un capital santé, vous devez le travailler. Eh bien, on est un petit peu dans cette rhétorique-là. Donc voilà, l'éducation bien-être, faire de l'objectif normatif de soins de ça un travail réflexif au sein de l'école et avec de nouveaux acteurs. Ça va déboucher aussi sur des nouveaux partages des territoires, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc on voit bien qu'il y a une sorte à la fois d'internalisation dans la forme scolaire de ce nouvel objectif, mais aussi mise en réseau avec d'autres professionnels qui connectent, hein, cette sémantique du bien-être à d'autres
d'autres champs, la santé mentale, mais aussi l'emploi, enfin toutes sortes de choses. Donc on a une sorte de nouveau partage du territoire éducatif qui est vraiment visible aussi autour de cette notion d'accompagnement du bien-être à l'école. Hein. Donc à la fois internalisation, mais aussi différenciation des professionnels et travail en réseau. Hein. Donc on a des mouvements un peu en tension, des mouvements contradictoires. Donc ça, ce serait un premier ensemble de thèses, hein, éducationnalisation, mais aussi, on voit bien que ça transforme le travail éducatif, le travail d'accompagnement des sujets. Deuxième grande thèse, ce serait de dire, est-ce qu'on ne voit pas là justement, mais ça prolonge tout à fait la première thèse, est-ce qu'on ne voit pas dans la montée du bien-être le signe d'une transformation de ce que les sociologues, aussi historiens de la forme scolaire, ont appelé justement la forme scolaire, hein, je pense aux travaux de Guy Vincent, etc., donc sur la forme scolaire, où ça aussi c'est hyper connu, donc la forme scolaire liée à la première modernité, comme reposant sur un type de relation sociale, hein, revenons justement à ça. La forme scolaire, c'est pas que un environnement disciplinaire qui découpe des espaces, des temps et tout, c'est bien sûr cela, mais c'est aussi une forme de relation sociale, qui est la relation pédagogique, qui passe par une codification scripturale scolaire, donc c'est-à-dire que ce sont les dimensions cognitives et un rapport rationnel et réflexif sur les objets de connaissance qui sont privilégiés dans la relation pédagogique. Et c'est ça qui fonde vraiment la forme scolaire, qui va donc se construire en rupture par rapport aux autres dimensions de l'élève, donc l'émotionnel, le physique, l'affectif, la dimension esthétique. Toutes ces dimensions sont rejetées hors de la forme scolaire. Il y a aussi une forte coupure entre la forme scolaire et l'extérieur. La sphère scolaire se construit comme protégée du monde. Et c'est l'idée, bien sûr, de socialisation comme discipline, hein, l'idée durkheimienne. Hein, vous connaissez bien, évidemment, obéir rend libre, on va discipliner l'élève pour construire son autonomie, on va former un sujet de raison, c'est l'éducation morale de Durkheim. Eh bien, cette matrice, on peut faire quand même l'hypothèse qu'elle a largement muté avec, on pourrait réfléchir à la nouvelle grammaire sociale de la seconde modernité, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais nouvelle matrice, une nouvelle forme scolaire, une matrice de socialisation plutôt apprentissage, où là, je dirais, l'école va multiplier les répertoires qu'elle internalise, les répertoires qu'elle prend en compte, les formes d'intelligence. Hein, l'intelligence cognitive n'est plus l'unique critère à travers lequel on accompagne l'élève. On va aussi prendre en compte des dimensions, d'autres formes d'intelligence d'ailleurs. Hein, le pacte le met fort en avant dans le nouveau tronc commun. Dimension émotionnelle, esthétique, intelligence technique. Et on va du coup prendre ces objets, cette dimension de l'être élève comme objet de travail et de réflexivité. La coupure par rapport au monde extérieur est beaucoup moins forte. C'est pas qu'il n'y a plus de forme scolaire ou de travail réflexif sûr, mais je pense que ce travail réflexif s'opère de manière beaucoup plus itérative par rapport à la notion d'expérience du monde. Donc je pense qu'on est beaucoup plus, on est passé de Durkheim à Dewey, c'est-à-dire que c'est l'idée de l'enquête par expérience, et donc il ne faut plus couper l'élève du monde, il faut le plonger dans des expériences d'apprentissage, lui faire expérimenter dans et en dehors de l'école, et on va de manière itérative et réflexive en tirer bien sûr la montée vers un rapport réflexif où il ne s'agit pas quand même de faire de l'animation. Ça reste la forme scolaire, hein, donc je pense qu'il reste quand même quelque chose, une codification réflexive de l'activité au sein de l'école, mais ça se fait de manière beaucoup plus dialogique, itérative par rapport à ce que j'appellerais une dimension expérientielle et pragmatique. Ensuite, on passe plutôt de la discipline à ce que Dubé appelait la maïotique du sujet, hein, donc c'est plutôt révéler le sujet à lui-même, l'accompagner dans la construction de sa singularité, de sa créativité, de son potentiel,
y compris dans ces dimensions sensibles. Hein, donc, je trouve que la dimension bien-être, peut-être aussi pour faire écho à vos travaux, touche encore plus que d'autres, comme le projet ou l'accompagnement, à la dimension sensible de l'être humain, donc au physique, au corps, à l'affect. Mais il va y avoir c'est une sorte d'exigence, de révélation de ces dimensions-là dans la notion de bien-être, et avec cette idée qu'on va gouverner, hein, de nouveau piloter, une sorte de gouvernance de cette maïotique du sujet. Et donc je parle de sujet, non plus de sujet de raison rationnelle, cognitif, mais un sujet retotalisé, hein, dans toutes ses dimensions émotionnelles, cognitives, physiques, etc., mais qui va faire l'objet quand même d'un travail disciplinaire. Ça veut dire que j'ai déjà parlé 50 minutes. Voilà, donc ça je vais peut-être passer. Donc il me semble que on peut quand même clairement faire l'hypothèse que l'émergence de cette catégorie de bien-être, en tant qu'elle engage de multiples dimensions, de l'élève retotalisé, l'idée d'une maïotique du sujet dans toutes ses dimensions, un accompagnement de ça, elle s'inscrit parfaitement dans cette nouvelle matrice, dans cette nouvelle forme scolaire. Voilà. Troisième hypothèse complémentaire, et là je suis tout à fait inspirée, j'ai trouvé tout à fait inspirantes les travaux bien connus de Jean-Louis Genard, hein, vous connaissez bien évidemment, sur l'anthropologie de la vulnérabilité qu'il a déployée, cette nouvelle grammaire normative qu'il déploie dans certains de ses articles. Pourquoi? Mais parce qu'on est vraiment passé, me semble-t-il, au niveau de l'école, de la sphère éducative, d'un imaginaire de l'école raison-progrès, hein, pour le dire, qui distingue en fait l'élève comme incapable et qu'il faut accompagner vers la raison, donc à un travail, un imaginaire tout à fait différent, qui pose la sphère scolaire comme une institution qui va accompagner les élèves qui sont pensés comme des sujets à la fois vulnérables, mais aussi dotés de potentiel et de capacités, et qu'il faut accompagner vers l'accomplissement de soi. Et donc l'élève est vu à la fois comme un être sensible dont il faut prendre soin, et comme évidemment un potentiel à développer. Et oui, donc il y aurait encore plein de choses à dire, mais justement sur cette double polarité, je dirais, entre soin et potentialité. Je pense qu'il y a une tension quand même entre les deux. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Pour moi, c'est quand même la double face de cette anthropologie de la vulnérabilité et de la capacité. Il y a à la fois l'être vulnérable qu'il faut protéger, et le bien-être prend alors des connotations de réparation, de soins. C'est ce qu'on trouve notamment dans les dispositifs plutôt de prise en charge d'élèves cassés par la relégation, par la question sociale, etc., à une vision beaucoup plus capacitante, émancipatrice aussi, hein, du bien-être comme point d'appui au développement de toutes les potentialités, et là qu'on va voir plutôt dans les univers scolaires, les segments plus favorisés du système. Je pense qu'il y a quand même une tension, mais le bien-être est présent dans les deux, en fait. Donc, le prendre soin. Et alors, ce que Genard pointait très bien aussi dans son analyse, c'est que se prendre soin, ou cette invitation aux soins et au développement des potentialités, il s'accompagne aussi d'une injonction faite aux organisations, et c'est ce que je disais tout à l'heure, ça c'est hyper marquant dans tout le référentiel que j'ai présenté. Il y a une injonction faite aux organisations que Genard appelait l'affordance. Donc, au fond, c'est l'injonction faite aux organisations de rendre disponible pour les individus qui s'y déploient toute une série de conditions qui vont veiller, hein, à pouvoir accompagner son plein développement. Et donc, finalement, il me semble qu'aujourd'hui, l'école est conçue justement comme une organisation qui est responsable de, qui est tenue, hein, qui est accountable for, qui est de plus en plus tenue à proposer aux élèves un environnement
justement, c'est-à-dire un cadre de relation respectueux, un type de relation avec les enseignants, un type de relation avec les autres élèves, qui va lui permettre d'être protégé, de pouvoir s'exprimer, etc. Donc il y a une forte pression normative à ce que l'école soit affordant, permette cela. Je pense que le cadre de l'école bienveillante, qu'on entend beaucoup comme un nouvel horizon normatif pour l'école, s'inscrit tout à fait là-dedans. Et donc ça veut dire, comme je le disais tout à l'heure, qu'on va aussi dénoncer tout ce qui ne colle pas à cela. Et donc je pense que la montée du thème du harcèlement s'inscrit totalement là-dedans, c'est-à-dire que le harcèlement, c'est l'envers négatif de la relation bienveillante. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Je pense que les gens ne sont pas plus harceleurs qu'avant, mais la normativité qui pèse sur la relation sociale et sur la relation scolaire a changé et donc est intolérable. Toute marque d'emprise, toute marque d'hiérarchie, toute marque d'emprise sur l'autonomie et sur le soin aussi. Et donc je pense qu'il y aurait plein de choses à creuser, mais je n'ai pas eu le temps de développer. Il me semble que c'est une ligne quand même prometteuse. Quatrième, il y en a 5, je vous rassure. Quatrième ligne, c'est de resituer ça, mais j'ai déjà commencé à le faire tout à l'heure, dans le sillage du déclin du programme institutionnel de Dubay. C'est-à-dire que si on prend au sérieux la thèse de Dubay, qu'on n'est plus dans une école qui repose sur un cadre normatif stabilisé, centralisé, non questionné, organisé autour de grands récits stabilisés. Si on prend au sérieux cette thèse, ça veut dire que les relations scolaires et la normativité scolaire est renvoyée finalement à l'activité des acteurs locaux. Alors Dubay, il renvoie ça à l'expérience et au local. Moi, je pense qu'il y a quand même des univers normatifs qui se stabilisent. C'est un peu la thèse qu'on a développée dans le bouquin qu'on a évoqué en début de rencontre, l'école dans la complexité. Donc nous, on dit il faut aller plus loin que Dubay parce que tout ne s'arrête pas à l'expérience locale des acteurs. Il y a des univers locaux qui reconstruisent des accords normatifs autour de normes partagées, qui peuvent être des univers normatifs très inscrits, très situés, très substantiels, une petite parenthèse, mais n'empêche que si on prend quand même la thèse du déclin du programme institutionnel au sérieux, je pense qu'en lien avec le bien-être, ça renvoie à une triple exigence normative, ce déclin du programme institutionnel. Première exigence, c'est la nécessité de créer de l'engagement des sujets dans les relations sociales et dans les dispositifs et dans les institutions. J'ai vraiment le sentiment, en travaillant avec les élèves et les équipes, et en particulier en travaillant avec les adolescents, qu'il y a une sorte de défi bien plus important qu'avant, me semble-t-il, à créer de l'engagement subjectif, donc à engager les sujets dans l'activité. Comme si, a priori, cet engagement dans les dispositifs sociaux n'était plus donné. Donc, il y a une espèce d'anomie de départ et tous l'énorme déploiement de la rhétorique de la motivation. Il faut motiver l'élève, il faut l'engager, il faut l'accrocher, la rhétorique de l'accrochage, qui pour moi est bien au-delà de faire fréquenter l'école à un élève, c'est accrocher subjectivement, il faut accrocher une subjectivité à des dispositifs et à des relations pédagogiques, et je pense que le bien-être est un moyen de ça. Ça, c'est une première nécessité normative liée au déclin du programme institutionnel. La deuxième, j'en ai parlé aussi, c'est que les relations sociales deviennent un objet de travail réflexif. Les cadres, pour reprendre un concept goffmanien, qui définissent les relations scolaires et les relations sociales, sont à construire, ils sont instables. Et je pense que c'est justement parce qu'ils sont instables normativement qu'ils font l'objet d'un travail de rationalisation. C'est-à-dire que, et je vais y venir tout de suite, ce sera la 5e thèse, c'est justement parce qu'il y a une instabilisation, une déstabilisation
des cadres de la relation et des cadres de la vie scolaire. On ne sait plus quelles normes sont justifiables, quelles normes ne le sont pas, quels cadres de la relation maître-élève, entre guillemets, ou prof-élève sont légitimes, vont se reconstruire, que, voilà, effritement du normatif, montée de la rationalisation. Donc pour pallier à cette incertitude normative, on rationalise, c'est-à-dire qu'on crée des recherches sur qu'est-ce qui crée de l'accrochage. On fait des recherches sur quelle est finalement la relation scolaire qui va le mieux créer du bien-être. Donc on rationalise à travers de toutes sortes de dispositifs réflexifs des réalités scolaires pour proposer des instruments clés sur porte, ou pas clés sur porte, mais il me semble qu'il y a quelque chose de ça. Donc les relations sociales et les relations scolaires en particulier deviennent un objet de travail réflexif, et on essaie de travailler sur la relation scolaire, et d'où la montée de toute une série d'outils, la communication non violente en classe, la qualité relationnelle versus le harcèlement. Et alors, il y a des choses étonnantes, dans le sens de l'instrumentalisation de tout ce pan de la vie scolaire. Donc on va réfléchir sur le relationnel et on va l'instrumenter. Et j'ai encore trouvé un article d'une collègue de Serge Pogam, qui est psychologue, qui s'appelle, son prénom, Pascal Haag, qui écrit des articles, par exemple, qui s'appellent « Évaluer la qualité des relations éducatives pour favoriser le bien-être, utiliser le Classroom Assessment Scoring System ». Donc c'est un outil donc d'évaluation et de classement de la qualité des relations scolaires. Et donc, ils assument tout à fait l'objectif de mesurer la qualité des relations à l'école. Ils s'ancrent dans la psychologie positive. Il y a le postulat que des relations de qualité vont prévenir non seulement les comportements à risque, le décrochage, mais aussi vont promouvoir la performance à l'école. Et ils vont décliner dans cet outil toute une série d'indicateurs. Par exemple, la qualité des activités partagées, la qualité des conversations, la densité des échanges, les affects qui s'échangent, le nombre de rires et de sourires qu'il y a dans la conversation, la mesure de l'enthousiasme, les contacts visuels, le langage respectueux. Et tout ça est modélisé sous forme d'un outil qui est proposé ensuite aux écoles et aux enseignants. Et on leur dit, mais voilà, en fait, vous pouvez maintenant, vous êtes équipés, allez-y, vous pouvez mesurer la qualité relationnelle et essayer surtout de l'améliorer, bien sûr. Donc performativité aussi associée à tout ça. Et donc on a, ça, je vais passer les dispositifs de co-construction de projets autour du bien-être, mais c'est la même idée. On va équiper non seulement les enseignants, mais aussi les établissements de dispositifs réflexifs sur l'amélioration des indicateurs de bien-être et du climat dans les écoles. Et donc je disais que la dernière hypothèse complémentaire qu'on peut faire par rapport à ça, qui est tout à fait complémentaire, c'est l'idée d'une rationalisation croissante, évidemment, de l'ensemble des processus éducatifs. Donc ça, c'est plutôt une thèse en lien avec les travaux sur la seconde modernité. Vous savez qu'il y a tout un pan des travaux sur la seconde modernité qui va plutôt mettre l'accent sur l'effritement des cadres normatifs partagés, et puis tout un pan de travaux plutôt qui va insister sur la dynamique de rationalisation, la poursuite du projet de rationalisation moderne, qui va, c'est plutôt une thèse loumanienne, etc., qui va s'intensifier. Et il me semble que c'est intéressant quand même de se saisir de cette catégorie de rationalisation. Moi, je pense qu'il y a un peu deux types de rationalisation qu'on voit se disputer le terrain dans la sphère éducative aujourd'hui. Une rationalisation que j'appellerais instrumentale, et qui est beaucoup plus directement liée à des dynamiques de performativité et de standardisation. C'est plutôt une définition par le haut d'objectifs, d'indicateurs standards, une rationalisation que je qualifierais un peu d'exogène. Donc on définit des grands objectifs et on enjoint les acteurs et les organisations à les atteindre de la manière la plus efficace possible. Et donc c'est plutôt une rationalisation exogène, standardisante.
Mais il y a, je pense, un autre mouvement de rationalisation qui est tout aussi intéressant et qui est tout aussi pervasif, j'ai envie de dire, qui est une rationalisation de la pratique, une rationalisation par le bas, l'instauration de mécanismes, de dispositifs, de mise au travail réflexif sur la pratique. Et donc c'est quand on dit, par exemple, à une équipe éducative, vous devez atteindre des indicateurs de bien-être. On ne vous dit pas très bien ce que c'est le bien-être. Hein. Ce n'est pas un standard clair. C'est un objectif et c'est à vous de lui donner de la substance, à vous de l'instrumenter en vous saisissant d'outils multiples, mais surtout analysez vos propres pratiques, regardez ce que vous faites, travaillez ça en équipe, mettez-vous autour de la table, dialoguer. Donc il y a quand même une dimension dialogique aussi, hein, c'est pas que de la standardisation, mais c'est une injonction à la réflexivité sur les pratiques pour les rationaliser. Donc examinez vos propres pratiques pour être finalement pour aller vous-même vers une amélioration, un improvement, mais qui n'est pas nécessairement, me semble-t-il, atteint des objectifs standards. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Maintenant, c'est le même mouvement de rationalisation qui prend des formes différentes, je dirais une forme exogène et une forme endogène et itérative. Et ces deux mouvements complémentaires ont gagné de nombreuses facettes de l'agir éducatif. Quand on voit par exemple la formation enseignante aujourd'hui, par exemple, hein, où on va plus dire aux enseignants faites comme ça, on va les amener en stage et on va filmer leur pratique, on va dire comment améliorer ta pratique, donc la réflexivité sur les pratiques. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que voilà. Mais donc le bien-être, je pense que oui, il fait l'objet de ce genre de rationalisation double, à la fois une rationalisation exogène par le haut, instrumentale, définition d'objectifs de bien-être mis au service de la réussite, mis au service de la cohésion sociale, etc. Et donc tout ce travail par le haut, par les indicateurs, qui est quand même assez présent. Et puis, deuxièmement, une rationalisation beaucoup plus réflexive par le bas, rationalisation plus endogène et itérative, où on va renvoyer les acteurs locaux vers la charge d'incarner ces objectifs, d'examiner ce qui pose question localement, de travailler, de trouver des dispositifs rassembleurs, d'évaluer localement, réflexivement leur mise en œuvre, etc. etc. Donc ça me semble assez étonnant de voir que le bien-être, en fait, est au cœur de toutes ces dynamiques, voilà, à la fois d'endogénéisation de nouveaux objectifs, travailler sur l'élève, toutes ces dimensions émotionnelles, physiques, etc., et le faire de manière rationalisée doublement. Voilà, alors pour conclure tout ça, mais je ne prétends pas du tout que j'ai tout dit des pistes d'analyse, hein, mais c'est un peu quelques réflexions analytiques qui m'étaient venues en travaillant un petit peu sur cette émergence de cette catégorie de bien-être. Alors, peut-être juste pour entamer un dialogue, je n'ai pas, comme je le disais, eu le temps de lire tout le magnifique ouvrage qui est sur ma table de chevet, hein, mais j'ai quand même lu l'un ou l'autre petit bout, et notamment aussi votre introduction, hein, que vous avez fait, Nicolas et Emmanuel. Et alors, il y avait plein de résonances, évidemment, en lisant ce que vous avez fait. D'abord parce que, tout comme vous avez pris l'autonomie au sérieux, j'ai essayé de prendre ici le bien-être au sérieux, c'est-à-dire pas évidemment pour m'opposer comme certains collègues psychologues, pour tenter de l'améliorer, pour voir s'il est vraiment là, comme diraient les sociologues critiques, mais non, il n'y a pas de bien-être, c'est une catégorie normative, une catégorie idéologique. C'est pas ça que j'ai essayé de faire, c'est plutôt prendre ça au sérieux, comme objet sociologique protéiforme, mais qui est en fait extrêmement central, je pense extrêmement révélateur des mutations fondamentales qui traversent la sphère scolaire, des mutations de la manière dont on construit aujourd'hui des arrangements sociaux, des institutions, dont on essaie d'engager les sujets dans ces institutions, dans un monde complexe. Alors bon, j'ai essayé de voir comment cette catégorie de bien-être était bien sûr une catégorie d'action publique, ça me semble évident, comment cette catégorie s'inscrit dans le référentiel de la cohésion sociale. Il y a quelque chose de l'ordre du gouvernement de soi, hein, mais
avec cette logique plus réparatrice et cette logique plus émancipatrice et plus communicationnelle, comme je l'expliquais aussi. Mais je pense qu'au-delà de ça, comme vous disiez aussi, comme la rhétorique de l'autonomie est hyper prégnante, elle fait l'objet à la fois de critiques et d'emballement, d'enthousiasme, il en va de même pour le bien-être. Il fait l'objet d'un incroyable emballement, d'une sorte d'omniprésence discursive, où il fait aussi l'objet évidemment de critiques sociologiques, critiques normatives et tout ça. Néanmoins, c'est, je pense, révélateur de mutations. Et c'est comme ça qu'il faut peut-être le prendre. Il y a aussi, comme vous disiez, une notion sacralisée qui dit quelque chose du monde social. Je pense que c'est pareil pour le bien-être ou pour l'autonomie. Alors, de quoi le bien-être est-il le signe sociologiquement ? C'est complexe, hein. On voit bien que le bien-être est pris, je le disais, dans des jeux de langage multiples et interconnectés, le répertoire du care, le répertoire de la responsabilisation du travail sur soi, de la responsabilisation des organisations éducatives. Alors vous disiez aussi l'autonomie est à la fois une valeur, une norme et un droit. Ben oui, le bien-être est aussi à la fois une valeur, une norme et un droit. C'est une valeur dans une société où l'individu est considéré comme un être unique et précieux qu'il faut protéger, où les dispositifs sociaux sont souvent vus comme vous le disiez aussi pour l'autonomie, mais je pense que c'est vrai pour le bien-être, les dispositifs sociaux, les institutions, les relations hiérarchiques sont vues essentiellement comme des contraintes. Elles sont vues négativement aujourd'hui. Et c'est pareil pour le bien-être. Donc, au fond, le bien-être devient une valeur et les dispositifs sociaux, les institutions dans lesquelles les individus sont pris, sont analysés potentiellement comme une menace. Et ça, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez nouveau, assez intéressant. Les cadres relationnels comme potentiellement menaçants. C'est quelque chose qui me frappe dans l'analyse de la vie scolaire, le thème du harcèlement, par exemple. De nouveau, on y revient. Voilà, donc valeur. Comme norme aussi, parce qu'il y a tout ce travail de rationalisation des conduites, vous devez travailler au bien-être, donc il y a une injonction à garantir des conditions sociales, relationnelles et organisationnelles du bien-être. Et puis comme droit, parce que les atteintes au bien-être, les atteintes à la qualité relationnelle deviennent aujourd'hui quasiment passibles d'une pénalisation, si je reviens encore à cette thématique du harcèlement. Donc il y a juridisation, on pourrait presque anticiper de cette question du bien-être. Bon voilà, en tout cas ça me semble une catégorie vraiment centrale. Et alors, on pourrait aussi prendre la question à l'inverse, de quoi le bien-être est-il l'inverse? Le miroir inversé de quoi le miroir est-il de souffrance individuelle, mais aussi de pathologie du lien social? Je pense que c'est aussi l'inverse du bien-être, c'est quand on n'est pas engagé dans le lien social. Donc les pathologies scolaires aujourd'hui, les profs disent beaucoup, c'est le désengagement. C'est l'élève qui n'y est pas. Il ne s'engage pas dans la scolarité. C'est pas qui, à la limite, les jours d'absence, on s'en fiche, c'est que quelque part, il y a une sorte d'atonie. L'élève, il n'est pas là, quoi. Tandis que les catégories normatives positives, à leur inverse, c'est il est dedans. Il a pris le dispositif au sérieux. Il s'engage dans les relations qu'on lui propose. Il prend au sérieux le jeu scolaire qu'on lui propose. Voilà, donc il me semble que quand la catégorie du bien-être à l'école est aujourd'hui souvent engagée, associée à ces formes d'engagement subjectif dans les cadres du scolaire qui ne sont plus donnés, parce que voilà, la question du sens de la scolarité n'est plus donnée. Et enfin, cette idée que le bien-être s'inscrit pleinement dans cette grammaire normative contemporaine, du sujet à la fois vulnérable et plein de potentiel, du sujet, vous le disiez aussi pour l'autonomie, libre de définir le bien qu'il poursuit. Vous citiez Nussbaum, l'approche par les capacités comme théorie parfaitement qui fit avec tout ça. Chacun est amené à définir son bien-être comme il l'entend. Nous avons chacun le droit de définir les formes de vie bonnes que nous avons de bonnes raisons de valoriser. Et le bien-être, c'est pareil. À nous de définir le bien-être que nous voulons poursuivre.
Et puis cette idée de accountability et de affordance, hein, donc les institutions scolaires enjointent aujourd'hui, responsabilisées, appelées à fournir des environnements, des contextes et des cadres propices à garantir tout cela aux élèves. Voilà. Je vais en rester là parce que j'ai été un peu longue. Voilà. C'était pour tisser quelques petits liens avec votre réflexion. Merci beaucoup. Merci.